Concrètement, je vais me situer en pleine synergie avec ce qu'on vient d'entendre, parce qu'effectivement, il y a bien sûr la ville, mais il y a aussi les territoires au sens large. Alors, parler de territoire et de numérique ou de territoire et de prédiction digitale, ça peut paraître anachronique, tant le territoire s'en est pris plein la figure depuis 30 ans. On a bien vu depuis 30 ans, avec la mondialisation, les villes, les campagnes, la France, mais aussi l'Europe, subir ce grand mercato des unités de production qui ont complètement redessiné le paysage et ont engagé des territoires prospères dans des crises importantes et au contraire focalisé les choses sur des territoires qui ont tiré mieux leur épingle du jeu. Alors, si la mondialisation a des impacts importants qui se présente comme étant virtuel, en réseau, et donc a priori sans attache et sans accroche, va avoir des effets encore plus importants. Mais c'est peut-être qu'un a priori, c'est peut-être, je nous inviterai à décaler notre regard, à regarder peut-être les choses de manière un peu décalée, pour qu'on se dise que finalement, il y a peut-être des opportunités dans un système qui, tous nos intervenants précédents l'ont rappelé, est en pleine transformation. Rien n'est écrit véritablement, il y a des opportunités à faire. C'est dans cet angle-là que je vous engage à regarder les choses. Alors, je ne vais pas insister sur le fait que pourquoi la ville, aujourd'hui, est évidemment celle qui tire son épingle du jeu dans l'économie mondialisée et numérique, tout simplement parce que c'est dans la ville que les échanges se font, c'est dans la ville qu'il y a une concentration, une diversité de choses. Donc, l'interconnexion des flux financiers, de data, de personnes, de compétences, de marchandises fait que là où il y a des ruptures de charge, là où il y a des interruptions, c'est là que se crée de la valeur. Et c'est essentiellement dans les villes que ça se passe. Alors, on le regarde bien en France. Si on regarde en France, les métropoles semblent apparemment tirer leur épingle du jeu. À gauche, vous avez une carte des futures ou existantes métropoles françaises qu'on est en train de redessiner dans le paysage institutionnel français. Les villes connectées vraiment à la globalisation. Complètement, des villes qui sont très bien connectées, des villes qui sont aujourd'hui qui ont une visibilité européenne, même si c'est un de nos problèmes français, puisqu'il y a, mis à part Paris et Lyon, il y a très très peu de villes qui ont une visibilité européenne ou mondiale. Et puis à droite, vous avez les villes qui ont été labellisées French Tech récemment. En gros, c'est les mêmes. Donc on voit bien que ce sont les métropoles qui semblent a priori tirer leur épingle du jeu le mieux sur le sujet. Mais est-ce que ça suffit pour être performant? Est-ce que toutes les métropoles tirent leur épingle du jeu aujourd'hui? En fait, non. Quand on regarde bien, le développement de Nantes n'est pas celui de Lille. Lille souffre un peu plus de l'économie digitalisée, mondialisée qui est en train de se mettre en place parce qu'il y a des passifs, des transformations industrielles, des histoires qui sont extrêmement différentes. Et je voudrais m'arrêter simplement sur ces deux slides pour évoquer avec vous des choses qui ne sont pas très techniques, qui ne sont pas très digitales, mais qui font partie de l'existence, qui font partie, je dirais, de nos vies. C'est d'un côté la densité de population et d'autre côté la manière dont cette densité de population vit aujourd'hui sur le territoire. À gauche, vous voyez la carte de la densité européenne. Vous voyez deux choses qui nous frappent là. La première, c'est que la France a une densité de population plutôt faible par rapport au reste de l'Union européenne. La France, c'est un pays creux, c'est un pays vide, c'est un pays où il y a énormément d'espace. Mais c'est en même temps ce qui fait un pays charmant et agréable. C'est en même temps ce qui fait un pays qui accueille 80 millions de touristes par an. C'est en même temps cela qui génère d'ailleurs une économie extrêmement importante, qui est l'économie résidentielle, l'économie du tourisme, qui a une part extrêmement importante dans le PIB. Et puis vous avez aussi une diversité de densité de population en France en tant que telle, et une caractéristique française qui est une faiblesse intéressante pour moi, qui est la France, en fait, la moitié de la densité, la densité française, c'est la moitié de la moyenne européenne. Donc c'est très très particulier par rapport à cela. Donc tout le monde n'habite pas une métropole, même si effectivement les métropoles vont prendre des opportunités fortes. Tout le monde n'habite pas dans ces métropoles. Et après, quand on regarde ce qui compte pour ces territoires, on le voit sur la carte de droite où vous avez la distribution de la population en France et les grandes aires urbaines. Ce qui compte, c'est la richesse et la prospérité de ces territoires. Et là, il faut qu'on change un peu le dogme sur lequel on a toujours regardé les choses, le dogme finalement du PIB par habitant, ou PIB par salarié, qui consiste à dire, en fait, on regarde les revenus qui sont produits. Je voudrais qu'on regarde un peu les revenus qui sont disponibles. Et les revenus qui sont disponibles sur un territoire, c'est Laurent Davzy qui a popularisé ça en 2007 pour nous faire changer justement de regard sur ça. C'est des revenus qui en fait proviennent de plusieurs sources.
évidemment les revenus de l'économie productive, mais aussi les revenus de l'économie dite résidentielle. C'est quoi l'économie résidentielle? J'ai parlé de tourisme. C'est comment un territoire exploite une rente. Une rente, c'est un patrimoine, des festivals, du bâti architectural, des richesses diverses et variées, des paysages. Et ça génère de l'économie parce que ça fait venir des gens, ça génère effectivement du business, ça fait des gens qui viennent sur les territoires, qui consomment sur ces territoires-là. Donc, deuxième partie de l'économie, deuxième partie de la richesse d'un territoire, cette économie dite résidentielle. La troisième, c'est l'économie publique, parce que les acteurs de l'État produisent, dans ce pays, on est bien placé pour le savoir, et dans cette maison aussi, que les acteurs publics dépensent. Or, la répartition des acteurs publics dans les territoires n'est pas du tout homogène. Il y a des territoires qui s'en sortent heureusement parce que l'acteur public est plus présent que d'autres. Il compense d'une certaine manière un certain nombre de disparités économiques. Et la dernière catégorie, qui est pour moi extrêmement intéressante aussi, c'est les transferts sociaux. Et en particulier, il y a les transferts de la solidarité sociale, je veux dire en gros les revenus de solidarité, mais aussi les retraites. Or aujourd'hui, tout le monde sait que les retraités sont mobiles. Les retraités du nord-est de la France vont dans le sud de la France pour effectivement vivre. Et donc, il y a toute une économie qui est générée aussi par cette mobilité. Je terminerai aussi sur cette partie mobilité pour enclencher après, pour dire que 61% des Français ne travaillent pas dans la ville où ils habitent. Ça veut dire, pour faire un clin d'œil, que les maires qu'on a élus l'année dernière sont élus par ceux qui y dorment. Ça change plein de choses dans la manière dont on fait la gouvernance des territoires. C'est vrai. Donc, une fois qu'on a dit ça, on peut se dire que, bien sûr, on fait face à une formidable transformation. On l'a déjà dit, la transformation numérique, elle est terminée. Enfin, je veux dire, la révolution numérique est terminée. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on en fait, comment on la met en œuvre, qu'est-ce qui se passe. Et là, concrètement, le numérique est en train d'irriguer l'industrie de la production, l'action commerciale, la fonction commerciale et les dynamiques organisationnelles. Donc, ça impacte tout. Et la fin de la production de masse, la fin de la consommation de masse à laquelle on assiste, est aussi une formidable opportunité pour, on l'a dit tout à l'heure, décentraliser, déconcentrer, individualiser les choses. Et là-dessus, il y a évidemment, à mon sens, des opportunités, des nouvelles infrastructures qui vont émerger, et pour les territoires, sans doute des opportunités à trouver. Alors, les enjeux que je vais essayer de décrypter avec vous, ou du moins essayer d'en identifier un certain nombre, ils sont aussi liés au fait que, quand vous regardez bien, on a aussi une partie de notre économie qui est intrinsèquement localisé sur les territoires, qui n'est pas localisé en ville. L'agriculture et l'industrie agroalimentaire, l'énergie, les transports et la gestion des déchets, l'ensemble des fluides et des réseaux dont nous avons besoin passent par les territoires. L'économie sociale et solidaire, j'ai parlé d'économie résidentielle. Donc on a un pan très important de l'économie qui n'est pas délocalisable, qui n'est pas, je dirais, transformable en métropole et qui, à mon avis, mérite que l'ensemble des acteurs que je cite là s'y intéressent pour regarder comment ils en tirent profit. Alors, le premier enjeu, et je fais un clin d'œil à Jean-Michel, c'est évidemment l'accès. C'est la couche nécessaire et indispensable. Quand est-ce qu'on fibre le territoire? Et on fibre le territoire, j'ai cité le Calvados, tu m'excuseras Jean-Michel, j'ai pas mis les Yvelines pour des raisons évidentes. Mais l'enjeu, il est là, c'est comment on arrive à un moment donné à mettre sur le territoire une couche de réseau qui permet pas simplement aux acteurs d'accéder à Internet, mais qui permet effectivement au dialogue, et y compris aux objets connectés dont on a parlé tout à l'heure, y compris au touriste qui va arriver des États-Unis avec son smartphone, qui va vouloir regarder quand il sera à Versailles, mais aussi à Chambord ou à Zell-Rideau, quel est le meilleur parcours, quel est le meilleur hôtel, quelle est je dirais la curiosité qu'il faut aller voir. Et s'il n'a pas de réseau avec son smartphone, mais il sera bien embêté. Donc on a un enjeu majeur là-dessus qui est absolument indispensable et qui est clairement là-dessus un enjeu public, une responsabilité à mon avis et politique et publique. Le deuxième, elle est très importante, c'est organiser l'écosystème au sens large du terme. La gauche, vous avez une vision du Grand Paris, on parlait du Grand Paris tout à l'heure, ça c'est une des versions intéressantes du Grand Paris, c'est Paris et la mer, Paris-Seine jusqu'au Havre, qui effectivement montre que les territoires ont aussi besoin de s'organiser de manière vaste pour optimiser leurs chances dans la mondialisation de manière générale. Donc organiser l'écosystème, c'est cette vision-là, mais c'est aussi la vision qui consiste à dire que le territoire, c'est une plateforme de ressources, que ces ressources sont relativement immatérielles et que comment on fait pour que ces ressources soient interconnectées, fluides, rapidement accessibles, etc. Donc comment on génère
une plateforme qui dirige, qui oriente, qui vivifie cet écosystème. Après, on l'a cité, on a parlé d'économie collaborative, et puis j'évoquerai derrière les circuits courts. Je ferai allusion finalement aux propos de Jeremy Rifkin quand il parle de la troisième transformation industrielle et qu'il évoque l'agroalimentaire et l'énergie en particulier comme étant, et aussi les transports, comme étant des champs entiers de l'économie qui sont en train de se transformer parce qu'ils donnent la main, la clé au territoire, au local, à vous et moi, là où nous sommes, là où nous vivons, là où nous consommons et là où nous nous transformons. Donc c'est extrêmement intéressant de regarder que, en plus, par rapport à une perspective d'enjeu écologique, de maîtrise du développement durable, de maîtrise des enjeux liés à la planète, on va aussi avoir un enjeu d'optimiser les circuits courts par rapport à tout cela. Dernier point qui est peut-être le plus important, une fois qu'on a parlé de plateforme, une fois qu'on a parlé d'acteurs, une fois qu'on a parlé d'actifs immatériels, de tout ce qui s'y place, il faut créer de la confiance parce que c'est la gouvernance. Une gouvernance qui fonctionne bien, ça a été aussi cité par Mathieu tout à l'heure, une gouvernance qui fonctionne bien, elle crée de la confiance. Là, vous avez sur cette carte les territoires, les régions françaises où les Français se disent être les plus heureux. Vous vous rendez compte que ce n'est pas forcément à Paris qu'on est les plus heureux, mais on est en particulier très heureux sur la côte atlantique. Parce qu'il y a, sur la côte atlantique, on bénéficie de pas mal de choses. On est assez préservé de l'impact de la mondialisation. On n'a pas de grosses économies industrielles. On a l'économie touristique et résidentielle qui marche à plein. On a aussi les seniors qui viennent se loger pour leur fin de vie dans ces régions-là. Donc on bénéficie. On a aussi un socle économique important. Donc on bénéficie de tous les aspects. Donc concrètement, là, il y a un enjeu majeur pour les acteurs, quels qu'ils soient. C'est créer une confiance qui, à mon avis, est un des points sur lesquels on a aussi à fonctionner de manière différente. Regardez comment on privilégie l'agilité, comment on privilégie le bottom-bottom qu'évoquait Mathieu tout à l'heure. C'est aussi un enjeu très important pour nous. Et puis, le petit clin d'œil derrière, qui sera ma conclusion, c'est que comme les cartes ne sont pas distribuées, comme les choses sont en train de changer et que la vraie question, le vrai chantier qui est devant nous, c'est qu'est-ce qu'on fait du digital, qu'est-ce qu'on fait du numérique dans la totalité des pans de l'économie. On parlait tout à l'heure du smartphone, mais il peut aussi servir à ma boulangère pour vendre mieux les derniers pains qui lui restent à la fin de la journée. Donc ça, l'économie du digital impacte toute l'économie, l'ensemble des secteurs de l'économie. Là, vous avez un petit clin d'œil comment Melbourne propose à des touristes de télécommander à distance un touriste virtuel pour visiter la ville. Donc là, il y a aussi évidemment plein d'opportunités à saisir. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Bruno, merci pour ce témoignage.